En 1988, l'exploitation de la ligne de chemin de fer qui traversait l'île de Terre-Neuve était abandonnée. Alors que le dernier train s'arrêtait à la gare de Port-au-Basque, une page de l'histoire du transport provincial se tournait. Mais une autre allait alors s'écrire. Les 883 km de voies abandonnées ont fourni les bases d'un projet de sentier entre Port-au-Basque sur la côte ouest et la capitale, St. John's, à l'extrémité est de la péninsule d'Avalon. Le 10 juillet 1997, le parc provincial du Trailway terneuvien était inauguré. Port-au-Basque est un des plus importants points d'entrée de la province pour prendre l'ancienne voie ferrée. Relié à l'année longue par ferry à Sydney, en Nouvelle-Écosse, Port-au-Basque voit passer près de 300 000 visiteurs par an. La voie ferrée se trouve à 1 km du terminal ferry, à proximité de l'hôtel Port-au-Basque. La voie ferrée commence ou finit à l'ancienne gare de Port-au-Basque, un terminus pour les 883 km de voie ferrée qui traversaient Terre-Neuve d'une côte à l'autre. L'ancienne gare est devenue un musée à l'extérieur duquel se trouvent locomotives et wagons. En quittant la gare, on passe un premier pont qui nous amène sur les bords de Grand Bay. À l'approche de Big Barachois, le paysage se transforme et l'on se retrouve au milieu de dunes et de plages sablonneuses au bord de l'océan. Ces paysages qui rappellent Cape Cod au Massachusetts ou encore Miquelon, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, sont fréquentés par de nombreux oiseaux migrateurs comme les canards ou encore les échassiers. Après Big Barachois, c'est Little Barachois, avec son goulet ouvert sur la mer. C'est également à Little Barachois que se trouve l'entrée du parc provincial Cheeseman. Après le parc, le chemin descend vers le village de Cape Ray, dont on aperçoit le phare à quelques kilomètres. Passé Cape Ray, le chemin se dirige vers la côte ouest et les Long Range Mountains font leur apparition sur la droite. La traversée du pont au-dessus de Beer Cove Brook annonce l'arrivée sur les falaises, surplombant l'entrée du détroit de Cabot. Ce sont ensuite 7 km de chemin sur les falaises, à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Tolt, cette montagne de forme pyramidale qui tranche avec les sommets aplatis des Long Range Mountains, devient alors visible au loin.
En arrivant à proximité de la Trans-Canada, un tunnel sous l'autoroute permet d'accéder au lieu-dit Wreck House, une vallée, où le vent peut atteindre 200 km/h, faisant dérailler les trains et sortir les camions de la route. C'est ici qu'officiait à l'époque de la voie ferrée Lauchie McDougall, dont le travail consistait à prévenir la compagnie ferroviaire lorsque les vents s'avéraient dangereux. Une seule fois, la compagnie n'a pas suivi ses recommandations et 22 wagons ont déraillé. Lauchie McDougall a travaillé pour la voie ferrée pendant 30 ans. Il était surnommé l'anémomètre humain. Après le village de McDougall Gulch, le chemin retrouve les bois et les buissons en s'engageant dans la vallée de Little Codroy River en direction de St. Andrews. Les paysages autour de la rivière sont magnifiques, avec ce mur formé par les Long Range Mountains, mais malheureusement, ces paysages sont souvent cachés par la végétation. Vers Benoit Siding, nous découvrirons un chemin de pêcheurs permettant d'accéder à la rivière Codroy. Puis c'est l'arrivée à South Branch, petit village, tout en longueur. À partir de South Branch, le chemin va serpenter dans la Codroy Valley en direction de George Bay, au gré des nombreuses rivières et des ponts qui les traversent.
La pause à St. Vincent's permet de faire le plein de la machine et de l'équipage. Après plusieurs kilomètres de ligne droite, c'est l'approche de Robinson's. Immédiatement après le deuxième pont au-dessus de Robinson's River, se trouve l'intersection avec le chemin qui mène au Pirates Haven, où il est possible de s'arrêter pour la nuit. Après Robinson's, on a une longue ligne droite à travers des terrains plutôt marécageux.
Après quelques kilomètres dans la forêt, c'est l'arrivée au pont de Fishel's Brook, impressionnant, avec ses 70 mètres de long. Fishel's Brook coule dans une sorte de ravin de 120 mètres de profondeur, avec des falaises d'un blanc crayeux. La verdure est partout autour et tente même de s'imposer à même la roche. Vert sur blanc ou blanc sur vert. Les falaises sont composées de gypse quasiment pur, appelé encore pierre à plâtre. Après le pont, le chemin suit les falaises et le S formé par la rivière, puis après une nouvelle ligne droite nous amène sur le pont, passons au-dessus de Barry Brook, puis une nouvelle ligne droite, puis un nouveau pont, celui de John Moss Brook. À peine 2 km plus loin, et c'est l'arrivée à la lisière de l'ancienne ville ferroviaire de Sainte Teresa. Après Sainte Teresa, on se dirige vers le lieu-dit Joyce, où nous effraierons quelques outardes. Après Joyce, nous entrons dans la région de Flat Bay, une région minière connue depuis les années 1800 pour son charbon et son gypse. La première compagnie minière, St. George Coal Fields, fournissait le chemin de fer en charbon, ainsi que les entreprises locales de pâte à papier. Le pont au-dessus de Flat Bay Brook, le dernier avant Saint-Georges, est très impressionnant, avec ses 125 mètres de long, mais aussi par ses supports en maçonnerie. Ensuite, c'est la longue montée en faux plat vers Saint-Georges. Avec ses 1500 habitants, Saint-Georges est la plus importante communauté depuis Port-au-Basque. Pour rentrer dans Saint-Georges, à partir du Trailway, on passe devant un petit musée où se trouvent de nombreux artefacts. C'est à Saint-Georges que nous avons décidé de passer la nuit, et plus précisément au Palace Inn. Propriété de Loretta et Ivan, le Palace Inn est une grande maison du 19e siècle, située à côté de l'église Saint-Joseph, et transformée en un très moderne café-couette qui a su garder tout son cachet. La gentillesse des propriétaires, les petits déjeuners préparés par Ivan et la vue magnifique sur la baie depuis le balcon devraient vous enchanter. Le lendemain matin, nous quittons le Palace Inn et Saint-Georges pour reprendre le chemin en direction de Cornebrook. Après Saint-Georges, le chemin s'enfonce dans les bois jusqu'à un pont de plus de 100 mètres de long, au-dessus de Barashua Brook.
2 kilomètres après, on se retrouve dans le sable avec vue sur la baie et sur Saint-Georges. Après être passé sur une sorte de digue, on arrive rapidement à l'embouchure de St. George River, où se trouve un pont impressionnant, mais malheureusement fermé à la circulation. Il est donc indispensable de s'engager sur la route 490 sur quelques centaines de mètres et parallèlement au pont qui surplombe Main Ghaut pour pouvoir continuer. De l'autre côté de St. George River se trouve Stephenville Crossing, où il est possible de s'approvisionner en essence et en nourriture. Ce qui est original à Stephenville Crossing, c'est que la voie ferrée est au milieu de l'agglomération, avec une rue de chaque côté de la voie. Après Stephenville Crossing, ce sont plusieurs kilomètres de plaine marécageuse avant de retrouver la forêt à l'approche de Black Duck. Black Duck est une petite agglomération située à proximité de l'ancienne voie ferrée et facilement accessible. Cette zone est réputée pour être fréquentée par des orignaux, mais nous devrons nous contenter d'un écureuil. À partir de Black Duck, le chemin, parsemé de chalets d'un côté et de l'autre, va alterner entre plaines marécageuses et forêts en remontant le lit de Harris River. Cette rivière qui se jette dans St. George River serpente sur notre droite, mais reste hors de vue pendant plusieurs kilomètres. C'est environ 9 km après Black Duck que Harris River va apparaître sur notre droite et rester le long du chemin jusqu'à Gallants. Harris Brook sera l'occasion d'une pause pour admirer les pêcheurs de saumon. Après quelques kilomètres dans la forêt, un joli pont de 60 mètres au-dessus de North Brook, un affluent de Harris River, annonce l'arrivée imminente au village de Gallants. Gallants est une petite communauté de 65 habitants où l'on trouve néanmoins un dépanneur et un camping. Nous y croiserons un convoi de quad guidé par un policier bénévole. À partir du charmant village de Gallants, on se retrouve à environ 40 km de Cornebrook. Le chemin est toujours très confortable et continue de suivre Harris River en direction de Church Lakes, là où la rivière prend naissance.
Le lac est très long, très large et bordé de magnifiques villas. La voie ferrée suit les courbes du lac sur 9 km. Ces 9 km seront l'occasion de croiser d'autres utilisateurs de la voie ferrée qui faisaient, eux, route vers l'ouest. Hey, there's another side-by-side and a few ATVs behind me. The side-by-side is towing you. He'll be right there. There he is. Okay. Have a good one. Lorsque le chemin quitte le lac, on se retrouve à l'embouchure de Beaver Brook, qui se jette dans George Lake, et on y découvre les vestiges d'une construction très ancienne, un barrage, un pont ou une digue. Logger School Road se trouve à mi-chemin entre Gallants et Corner Brook. Cette route est régulièrement utilisée par les conducteurs de quad pour rejoindre l'autoroute et se faire convoyer par camion jusqu'à Deer Lake. Puisqu'il n'y a pas de chemin entre Corner Brook et Deer Lake, la Trans-Canada occupant toute l'emprise de l'ancienne voie ferrée. D'autres se font néanmoins convoyer à partir de Corner Brook. Après Big Cook's Pond, le chemin monte doucement mais sûrement vers les monts Moréa et le paysage devient beaucoup plus vallonné. Après le mont Moréa, c'est la descente vers Corner Brook. Et puis, tout à coup, c'est la fin du chemin. Le Newfie Bullet se trouve à Corner Brook, mais il n'est pas possible de le rejoindre par la voie ferrée.
back, won't be no trains coming and going. Well, they took apart that band of steel down in the wreckers' yard, and they left me standing here dragging my heels, trying to get tough and get hard. Well, you can't wait by the railroad track, won't be no trains coming and going. You can't wait, but they won't be back, won't be no trains coming and going. And you won't see the lights in the passenger cars, pictures in the window frame. And you won't hear them shouting out all aboard, last call for the St. John's train. Well, you can't wait by the railroad track, won't be no trains coming and going. You can't wait, but they won't be back, won't be no trains coming and going. Echoing round but all I know is it'd feel alright if I heard them echoing, echoing, echoing.